On va reprendre tranquillement. Donc, il me fait vraiment plaisir d'introduire la table ronde Détourner l'archive, imaginaire, subjectivité et silence au service de la production historienne récente, qui, comme l'indique son titre, nous permettra de réfléchir au potentiel, au possible offert par l'exploitation de corpus d'archives qui sont un peu moins explorés par les historiens, comme par exemple des documents reliés à la propagande de guerre, à l'avortement, à l'expérience du deuil ou à la villégiature. Cette table ronde sera animée par Florence Gagnon-Brouillet, avec la participation de 4 doctorantes en histoire qui sont, je tiens à le souligner, toutes membres du Centre interuniversitaire d'études québécoises. C'est un plaisir d'accueillir des membres d'un autre centre aujourd'hui. Donc, il y aura Aimé Dion, Louise Lénès, Clémentine Machado et Marie-Laurence Raby. Je vais d'abord présenter Florence. Donc, étudiante à l'Université Laval au département d'histoire, Florence Gagnon-Brouillet poursuit son parcours académique au doctorat sous la direction d'Aline Charles et de Manon Niquette, après avoir déposé un mémoire de maîtrise traitant des processus de patrimonialisation, excusez-moi, alimentaire. Financé par le CRSH, ses recherches portent actuellement sur l'histoire de l'alimentation dans une perspective de genre. Sur ce sujet, il a notamment participé à la création du contenu de l'article Entre cuisine et féminisme, plus qu'une histoire de ménagère, et publié une chronique sur la contribution alimentaire des Canadiennes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de ses études, Florence Gagnon-Brouillet est assistante d'enseignement pour des cours de méthodologie et d'histoire des médias. Maintenant, je laisse la parole à Florence qui va introduire la table ronde et présenter les doctorantes qui participeront à la discussion. Bonjour et bienvenue à cette table ronde où nous chercherons, je dis nous, mais plutôt mes collègues chercheront à questionner l'utilisation des archives dans les recherches en histoire. À travers l'expérience de 4 doctorantes justement du Centre interuniversitaire d'études québécoises, donc le CIEC, on réfléchira aux différents usages des archives par les historiens et les historiennes, mais surtout comment ces dernières peuvent guider et ou nourrir des perspectives peu explorées par l'historiographie. Parce qu'avons-le, certains types de sources en histoire sont davantage exploités que d'autres. On peut penser notamment aux articles de presse ou à la presse en général, ou encore aux archives gouvernementales et institutionnelles. Il semble toutefois nécessaire d'élargir nos horizons et l'utilisation d'archives originales offre cette possibilité en construisant des histoires différentes, conditionnées finalement par des sensibilités contemporaines, donc des enjeux qui sont importants pour nous présentement. Ainsi, cette table ronde regroupe des chercheuses émergentes qui aborderont des sujets variés allant de la propagande de guerre, de l'expérience du deuil et encore l'avortement, en passant par la villégiature, à partir justement d'un corpus, n'ayons pas peur des mots, éclectique et peu orthodoxe. Donc, d'où l'intérêt de la table ronde. Sera interrogée dans un premier temps la notion de détournement de l'archive, qui peut prendre plusieurs formes. La première, par exemple, peut être celle d'analyser des facettes peu connues ou inexplorées. Ensuite, ça peut être l'acte de faire intervenir des sources plus largement associées à d'autres disciplines des sciences humaines, comme les témoignages et les sources iconographiques, ou encore, tout simplement, faire une lecture à contre-courant, donc contraire à ce qu'on ne fait de façon plus traditionnelle en histoire. Bref, l'historien et l'historienne qui détournent l'archive vont traquer les silences, les émotions et toute trace de l'intime. Dans un deuxième temps, les panélistes vont explorer les possibilités pouvant découler du détournement de l'archive. Comment les imaginaires sont-ils construits par les archives? Quelles avenues de recherche les différentes subjectivités de celles-ci permettent-elles? Et finalement, comment analyser les silences? Que nous disent-ils? Autant de questions auxquelles finalement mes collègues répondront avec plaisir. D'ailleurs, je vous présente Aimée qui est au bout de la table, étudiante au doctorat en histoire à l'Université Laval. Sous la direction de Martin Paquette, elle s'intéresse aux cultures de guerre visuelles de la Première Guerre mondiale, selon une approche d'histoire comparée en se penchant sur les affiches de guerre canadiennes, françaises et irlandaises entre 1914 et 1918. On a ensuite Louise Lénès qui est juste à ma droite, candidate au doctorat en histoire à l'Université de Montréal sous la direction d'Olivier Hubert. Membre du siècle et récipiendaire d'une bourse BESC Vanier afin de conduire ses recherches doctorales, elle s'intéresse dans le cadre de celle-ci à l'expérience du deuil dans le Québec de la fin du 19e siècle, plus précisément entre 1860 et 1999. 18?
98, pardon. Clémentine Machado, mais on peut l'appeler Madame Machado, c'est ce qu'elle m'a dit qu'elle voulait se faire appeler, est candidate au doctorat en histoire à l'Université Laval, membre du siècle, hein, en fait, on est toutes membres du siècle, poursuit sa thèse sous la direction d'Aline Charles sur le sujet des sports de loisirs des femmes en villégiature au Québec et en France, entre 1920 et 1960. Je me trompe pas sur les dates. Non, parfait. Ses axes de recherche se concentrent autour de l'histoire culturelle et des sports féminins. Et finalement, Marie-Laurence Raby, qui le dira pas, mais a gagné la bourse Vanier hier. Donc, on la félicite. Est présentement étudiante au doctorat en histoire à l'Université Laval, également sous la direction d'Aline Charles et la codirection de Christabelle Setna à l'Université d'Ottawa. Son projet de thèse porte sur les mouvements d'autosanté féministes au Québec entre 1968 et 1990. Parallèlement à ses études, elle occupe le poste de présidente du comité étudiant du siècle Laval et est également coordonnatrice du pôle violence du réseau québécois en études féministes, le REQIEF. Alors, très rapidement, le programme de la séance, tout simplement, les pénalistes, qu'est-ce que c'est que ça? Les panélistes interviendront dans chacun des deux axes. Ensuite, chaque axe se clôturera par une courte période d'échange entre mes collègues et finalement, la séance se terminera par une période de questions. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse la parole. Oh oui, on peut répéter le premier axe, absolument. Donc, en fait, de parler de la notion du détournement de l'archive. Parfait. Excellent. En fait, je vais commencer par peut-être mettre la table pour notre table ronde, c'est-à-dire de proposer quelques axes de réflexion. Et même avant de vous proposer ces axes de réflexion-là, j'aimerais aussi proposer une définition du mot détourné, parce que, bon, c'est quand même un mot assez lourd de sens. Quand on regarde dans les définitions, on voit que le mot détourné peut signifier donner à quelque chose un autre sens que son sens original. Ça peut aussi vouloir dire faire quitter son orientation, son objectif premier à quelque chose. Évidemment, quand on parle de détourner une archive, c'est pas dans le but de lui faire dire ce qu'une archive ne peut pas dire, évidemment, mais c'est de plutôt la questionner dans un sens un peu contraire à celui dans lequel elle a été pensée, elle a été produite, construite. Souvent, une archive va pouvoir nous dire des choses, des informations qui n'étaient pas forcément pensées à l'origine par les auteurs. Je vous donne un exemple. Au cours de mes recherches à la maîtrise, j'ai étudié un groupe de femmes de la fin du 18e siècle. Au Québec, malheureusement, faire de l'histoire des femmes pour les périodes antérieures au 19e siècle, c'est souvent très difficile parce qu'elles n'ont pas produit d'archives elles-mêmes ou très peu, sauf les communautés religieuses. Par contre, à partir d'une liste de prisonniers, donc une liste qui ne comprenait que des noms d'hommes, leurs maris, on pouvait être capable de croiser les sources et de retrouver le nom de ces femmes-là, les femmes de ces époux de prisonniers. Évidemment, à l'origine de la création de cette source-là, c'était pas forcément de pouvoir savoir qui étaient les épouses de ces hommes-là, mais malgré tout, en la questionnant sous cet angle-là, on est capable d'avoir ce genre d'informations-là et de pouvoir faire de l'histoire des femmes, par exemple, pour la fin du 18e siècle, ce qui est malheureusement pas souvent le cas. Donc, je vous en parlais un peu dans l'exemple que je vous donnais. Dans le détournement d'archives, tout d'abord, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des sources qui sont alternatives. Tout à l'heure, Florence donnait les exemples de la presse, les journaux, les archives étatiques, etc. Donc, effectivement, ces archives-là peuvent nous renseigner beaucoup en tant qu'historiens, historiennes, mais on gagne aussi à aller chercher des sources qui sont souvent délaissées par les historiens. Par exemple, la littérature par les historiens est souvent peu étudiée pour essayer de voir l'imaginaire d'une époque passée. Pourtant, ça peut être extrêmement intéressant pour nous. Il y a la question des silences aussi, comme le titre du panel le mentionne, c'est-à-dire de se poser la question, qu'est-ce que l'archive ne nous dit pas? Donc, évidemment, il y a de l'écriture noir sur blanc. Souvent, les historiens vont utiliser des documents textuels. Mais qu'est-ce qui est en filigrane? Qu'est-ce qui est entre les lignes? Qu'est-ce qui n'est pas mentionné, mais qu'on pourrait déduire en
pensant un peu plus profondément l'archive. Évidemment, il ne faut pas prendre ce que l'archive nous livre pour, excusez-moi l'expression française, mais pour du cash. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre 100% pour de la vérité. Il faut quand même demeurer circonspect par rapport à tout ça. Mais il y a malgré tout certainement une part de vérité. Et quelle vérité? Ça peut être la vérité de l'auteur, qui n'est pas forcément la vérité, mais il y a forcément une vérité. Et en troisième point, la question de la méthode. C'est-à-dire que pour détourner une archive ou pour pouvoir offrir un nouveau regard, ça peut être intéressant d'aller à contresens de l'archive, de lire entre les lignes, ce qu'on appelle en anglais against the grain, donc contre le grain, et le plus souvent en croisant avec d'autres archives, ça permet aussi de pouvoir valider ce qu'elle nous mentionne ou de pouvoir combler les silences également de cette archive-là. Je m'arrête ici pour la première tournée, la première table ronde. Je laisse la parole à mes collègues. Donc, oui, merci Louise. C'était vraiment une bonne entrée à la matière. Une très bonne entrée à la matière. D'abord, je vais juste vous expliquer pour moi, ça veut dire quoi le détournement de l'archive. En fait, pour moi, c'est le choix d'utiliser des sources iconographiques comme matériaux historiques parce que j'adore étudier les affiches de guerre, la propagande, tout ça. Puis je trouve que c'est des sources qui sont vraiment riches, mais qui sont souvent délaissées par les historiens puis qui sont plutôt vues comme étant un complément, une belle image à mettre sur la page couverture d'un livre, mais en fait, c'est une source en soi, puis les historiens, historiennes, autant que les historiens, historiennes de l'art aussi, on peut l'utiliser comme source. Et en fait, je trouve que ce qu'il y a de particulier avec les images, c'est que ça permet de montrer une réalité historique qui n'est pas nécessairement montrée dans les discours officiels, dans les articles de presse, parce qu'en fait, c'est une capture de la société qu'on voit. Même si c'est pas nécessairement des photographies, par exemple dans le cas des affiches de guerre, que c'est des images qui sont construites, ça permet quand même de montrer l'ensemble de la culture de cette époque-là, parce qu'en fait, on veut projeter l'image d'une société. Alors, pour moi, c'est ça le détournement de l'archive, c'est de voir des sources iconographiques, pour voir qu'est-ce qui est dit à travers ces sources-là, c'est quoi le discours, même s'il n'est pas nécessairement textuel à chaque fois. Il y a quand même un certain discours qui est opéré dans ces sources-là, notamment avec des messages de propagande auxquels je m'intéresse, mais ça vaut pour toutes les images iconographiques aussi qui peuvent être utilisées par les historiens et historiennes. Et en fait, je m'intéresse surtout à la manière que les affiches sont produites, alors à l'ensemble des choix qui ont été opérés par les créateurs de ces affiches-là, que ce soit des choix qui ont été conscients, vraiment avec une intention voulue derrière, ou que ce soit aussi des choix plutôt subconscients. Ça se peut que ce soit des coïncidences, mais ça peut quand même révéler la manière, en fait, l'histoire des mentalités, en révélant un imaginaire autour des sources pour montrer quelque chose que c'est vu comme étant naturel à cette époque-là, mais ça l'est peut-être pas forcément pour nous de le voir. Alors, quand on l'analyse, ça nous permet de voir des choses qui peuvent sauter aux yeux à travers l'image, mais qu'on verrait pas nécessairement dans les journaux, dans les articles des hommes politiques, en fait. Et pour moi, en fait, la manière de détourner l'archive, c'est de voir à travers l'analyse iconographique et l'analyse sémiotique pour voir les messages qui sont autant explicites. Alors, qu'est-ce que l'artiste a choisi de représenter explicitement dans l'affiche? Alors, par exemple, on représente un soldat qui mène une armée vers la guerre, mais on peut aussi voir qu'est-ce qui est pas là. Alors, par exemple, si on prend le thème de la violence, dans les affiches de guerre, il y a certaines affiches qui vont vraiment amplifier certains éléments de la violence, mais qui vont passer sous silence beaucoup d'autres. Alors, par exemple, on va cacher la monumentalité des morts. On va seulement représenter une seule tombe pour représenter l'ensemble, alors que la Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts. Alors, on cache l'amplitude de la violence en montrant seulement une petite partie. Alors, c'est quand on est capable de déconstruire les choix des artistes, on est capable de se dire, ah, mais finalement, c'est ce message-là qu'on voulait envoyer à la population pour éviter de miner la mobilisation, en fait. Puis que quand, en fait, on regarde l'évolution des thèmes et des manières de représenter la société, bien, ça nous révèle beaucoup d'informations sur les mentalités puis la manière qu'on réagit à des événements. Alors, dans mon mémoire de maîtrise, je m'intéressais à la représentation de la guerre au Canada français au début de la guerre et ensuite vers la fin.
Et en fait, il y avait une coupure assez importante à partir de 1916 avec la bataille de la Somme, où est-ce que les représentations qui étaient très idéalisées de la guerre ont laissé place à des représentations plus réalistes. Alors, ça montre que la manière qu'on conçoit la guerre, elle a évolué avec les différentes batailles, l'accumulation des pertes. Alors, en voyant le traitement d'un même sujet à travers le temps, juste dans l'iconographie, on est capable de voir beaucoup de choses sur les mentalités à cette époque-là. Et c'est justement à travers l'analyse des messages explicites et implicites qu'on est capable de voir comment est-ce qu'on est capable d'appréhender un ensemble de phénomènes. Et c'est aussi une manière de voir comment est-ce qu'on se caractérise en tant que peuple. Alors, je m'intéressais beaucoup au nationalisme canadien-français puis à son évolution pendant la guerre. Et juste en voyant les symboles, les métaphores, les allégories, on est capable de voir toute l'autodéfinition nationale qu'un peuple peut faire de lui-même, en fait. Et c'est ça, ça donne beaucoup de possibilités novatrices pour voir la culture de guerre, la culture politique, juste la culture en général d'un peuple, qui n'est pas nécessairement dit dans les discours et qui est plutôt passé sous silence, puis qu'on n'est peut-être pas capable de voir à travers l'usage de sources plus traditionnelles, mais que les sources iconographiques nous donnent beaucoup de nouvelles potentialités pour ça. Alors, je laisse la parole. Merci beaucoup, Aimée. Prochaine intervenante. Bonjour à tous. Je vais d'abord répondre à la question qui est qu'est-ce que veut dire détourner l'archive pour moi? Alors, c'est pas tant finalement éloigner l'archive de son but premier, mais il s'agit aussi plutôt d'apporter de nouveaux niveaux d'analyse en exploitant des éléments qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter d'habitude. C'était beaucoup de répétitions. Cela peut passer pour moi par une sorte de dissection entre guillemets de l'archive, c'est-à-dire de créer des catégories d'analyse en fonction des éléments de l'objet que l'on étudie et qui permettent alors de répondre à des questionnements divers, on n'entend pas, que ce soit sur des questions sociologiques, culturelles ou bien plus techniques. Alors, en d'autres termes, on essaye en fait de regarder au plus précis pour répondre à des questions plus larges. Donc moi, depuis ma maîtrise, je travaille sur les sports féminins de la fin du 19e siècle jusque dans les années 1960. Et une grande partie de mon corpus de sources est composée en fait de vêtements. Alors, il y a évidemment les objets en eux-mêmes, mais il y a aussi les photographies, les publicités, les articles qui les représentent. Et pourquoi je m'intéresse aux vêtements, c'est parce qu'il faut savoir que pour cette période-là et pour la catégorie sociale à laquelle je m'intéresse, c'est-à-dire l'aristocratie et la bourgeoisie, le vêtement, c'est quelque chose de très important. C'est la manière avec laquelle s'inscrit un individu dans la société. Et la tenue vestimentaire, donc elle renvoie à une image de l'individu, mais elle a aussi une utilité. À cette époque-là, on parle quand même d'habitudes vestimentaires où on se change jusqu'à 4 fois, même plus par jour. Et on peut dire qu'à chaque activité, il y a une tenue et inversement, à chaque tenue, il y a une activité. Donc, l'analyse de la tenue vestimentaire nous apporte donc des éléments importants sur les pratiques quotidiennes et particulièrement dans le sport, puisque le sport, lui, va se calquer. Alors, puisque le sport va demander une tenue nouvelle qui fait son apparition justement avec une société industrielle et sa trajectoire d'innovation et sa démocratisation va se calquer sur ce rythme industriel-là, parce qu'en fait, finalement, ça en est un peu le fruit de cette société industrielle. Alors, lorsqu'on prend le vêtement comme objet d'archive, il apparaît intéressant de créer plusieurs échelles. Je vais ici vous en exposer 3 comme exemple. Évidemment, il peut y en avoir plus. Tout d'abord, comme avec chaque archive, finalement, le contexte de production. Donc, c'est un questionnement classique. On va se poser la question de quelle période, pour quel usage, par qui et pour qui le vêtement a-t-il été créé. Ça va nous apprendre un peu plus sur les pratiques sportives, mais aussi ça va nous apprendre sur la question de la diffusion du sport comme spectacle et comme divertissement dans la société. Un petit exemple, on a plusieurs articles dans la revue moderne qui paraissent entre les années 1920 et 1930 sur les tenues de tennis préférées de Susan Lenglen. Donc, c'est quand même une manière d'allier le divertissement avec le sport. Autre échelle, on a le style vestimentaire observé. Donc, on a une attention aux détails pour savoir à quel point on stylisait ce vêtement-là.
mais aussi la qualité de la coupe, les possibilités de mouvement que celle-ci pouvait offrir. Donc là, on va vraiment se pencher sur l'innovation de coupe que va nous permettre le vêtement. Donc il y a des jeux de plis sur les jeux de golf et de tennis qui permettent une meilleure amplitude du pas, mais il y a aussi l'intégration de culottes invisibles, entre guillemets, avec un jeu de fil qui permet une pratique en toute sécurité morale de l'équitation ou du ski ou de ou même de l'automobile. Voilà. Et enfin, une dernière échelle, c'est le type de tissus et matériaux qui sont utilisés. Donc là aussi, on va parler d'innovation textile. Donc, on va avoir soit des remplacements, avec les lainages qui vont remplacer le crêpe ou le coton pour quelque chose de plus chaud, notamment dans le ski. On a aussi l'amélioration de l'élasticité des tissus avec le lycra et le nylon, qui sont des tissus de polymères qui vont arriver au cours du XXe siècle. Et là, ça nous montre une première porte vers le sport performatif, qui est à la recherche du record, à la recherche de la meilleure performance. On a aussi des transferts dans le textile entre les différents vestiaires. Par exemple, le cas du tissu, le tweed, qui est un tissu généralement masculin utilisé pour des vêtements d'extérieur, de chasse, qui va se retrouver petit à petit intégré à un vestiaire féminin pour le sport, qui finalement nous donne un témoin de l'appropriation de l'espace sportif qu'est le plein air par la femme. Et ça renvoie à une sorte de message qui dit que par son vêtement, finalement, la femme n'est plus circonscrite à son domicile à l'intérieur. Bon, évidemment, on parle que du vêtement pour l'instant, mais ça donne déjà une porte d'entrée. De manière plus globale, les transferts que l'on observe entre les différents vestiaires, que ce soit aussi le vestiaire quotidien au vestiaire sportif et inversement, témoignent d'une évolution des mœurs autour de la place des femmes, mais aussi autour de la place du corps dans la société. On a deux exemples très, très parlants, le pantalon porté par les femmes, le pantalon féminin, mais aussi le maillot de bain, qui nous en dit beaucoup sur le corps et sa place. L'exploitation détaillée, en fait, finalement disséquée du vêtement comme objet d'archive permet donc d'avoir une vue d'ensemble sur les pratiques sportives, mais aussi culturelles, sociales et morales. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Clémentine. On va maintenant passer à Marie-Laurence. Oui. Oui, alors pour conclure ce premier tour sur la notion de détournement de l'archive, en fait, pour moi, détourner l'archive, c'est intimement lié à subvertir, en fait, l'archive. Et cette notion-là de subversion de l'archive, je la vois qui peut s'inscrire à trois niveaux, en fait. D'une part, un niveau plus au niveau de la définition des archives, donc de faire entrer, d'utiliser comme archive des documents qui ne seraient pas nécessairement utilisés normalement, comme mes collègues ont donné des très bons exemples. Il y a aussi un niveau, sur moi, au niveau de subvertir la constitution des archives, donc qui renvoie à la notion de modifier ou de moduler la manière dont les archives sont constituées. Et ça, pour moi, ça passe par faire coexister la collecte et la création d'archives. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième niveau qui est au niveau de l'utilisation, subvertir l'utilisation des archives, donc lire différemment des archives là, pour faire parler les silences, comme on a dit. Bon, il faut dire que les archives plus traditionnelles sont souvent écrites et le fait d'institutions qui détiennent un certain pouvoir, hein, le fait de laisser des archives, pour moi, constitue en fait un acte de pouvoir. Et donc, la constitution d'archives pose en fait la question de qu'est-ce qui vaut la peine d'être conservé et qu'est-ce qu'on veut faire passer à la pérennité. Donc, les archives jouent en ce sens-là un rôle normatif qui influence là, énormément la manière de faire l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on peut détourner l'archive? Bien, pour moi, ça passe énormément par le recours à l'interdisciplinarité. Donc, qui vient jouer à la fois sur la définition et sur la constitution des archives. Par exemple, dans le cadre de mes recherches sur l'histoire, en fait, de l'organisation féministe de l'avortement au Québec, j'ai eu recours aux entrevues, témoignages, histoire orale, appelez-le comme vous voulez. Et donc, pour moi, ça, c'est un processus de création d'archives qui est énormément générateur de pouvoir. En fait, en créant des nouveaux matériaux pour l'historien et l'historienne, on vient déplacer le regard là, vers d'autres histoires, d'autres acteurs et actrices de l'histoire.
Et dans mon cas, quelque chose qui est assez intéressant pour l'histoire du féminisme de manière générale, c'est que le recours, en fait, au témoignage vient rappeler un peu la méthode des Consciousness Raising Groups, qui était utilisée beaucoup par les groupes féministes des années 60 et 70. Et cette façon de faire-là, finalement, c'était des femmes qui partageaient des expériences personnelles pour en faire ressortir un caractère collectif et politique, toujours dans l'idée que le privé est politique. Et donc, le fait de ramener un peu cette même méthodologie-là dans mes recherches, c'est quelque chose qui fait énormément sens et qui permet d'appréhender des réalités là, qui ne seraient pas autrement mises de l'avant dans des archives plus traditionnelles. Une autre façon de subvertir la constitution d'archives, pour moi, c'est d'aller collecter des archives qui ne sont pas autrement conservées par des institutions plus classiques là, comme BANQ et qui concernent des groupes et des individus qui sont restés plutôt effacés de l'histoire. Et dans ce sens-là, je peux mentionner le cas du Centre de santé des femmes de Québec, dont on détient seulement un tout petit dossier dans les archives du Centre de santé des femmes de Montréal qui sont conservés à BANQ. Et donc, on a assez peu de documents sur l'existence de ce centre de santé-là, qui a pourtant été très important. Et voilà, c'est un peu le mandat que je me donne dans le cadre de mon doctorat, d'essayer de regrouper des archives là, dans le cadre d'une collecte, encore une fois, d'entrevues et tout ça. Voilà, et pour moi, en fait, constituer des archives, c'est un projet qui est éminemment militant. Comme j'ai dit, c'est faire acte de pouvoir. Et finalement, peut-être dernier petit point pour conclure, en fait, détourner l'archive, c'est aussi utiliser différemment les archives qui sont existantes. Donc, pour faire parler, par exemple, les silences et chercher à faire ressortir leur signification. Donc, je pense qu'on peut appréhender ces silences comme des témoins, en fait, de relations de pouvoir historiques qui témoignent, en fait, d'une certaine tension mémorielle et qui posent la question de est-ce qu'il y a volonté d'effacer certains aspects de l'histoire dans les archives? Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, des institutions sur lesquelles portent ces archives elles-mêmes? Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vous inviterai à procéder à la période d'échange, donc de rebondir sur chacune de vos interventions. Vas-y, Aimée. C'est ça, mais Clémentine, j'avais beaucoup aimé quand tu as parlé de la notion, en fait, de questionner les archives pour savoir c'est par qui et pour qui. Et en fait, je pense que souvent, les historiens ont tendance, pas pour généraliser, mais souvent, on a tendance à seulement, comme Louise a dit, à prendre pour du cash qu'est-ce qui est écrit, à seulement utiliser par exemple, les journaux comme des sources factuelles. Puis je pense que l'analyse de discours, de savoir, OK, mais cette source-là, elle s'adressait à qui et selon quel but, tu sais, c'était quoi l'objectif quand on créait cette source-là. Je pense que c'est quelque chose ça permet justement de détourner l'archive puis de lire à contre-courant pour être capable de voir, outre seulement l'information factuelle de tel événement s'est passé, il y a telle personne qui a réagi, telle chose s'est dite, mais d'être capable de dégager le discours général qui est dit à propos de quelque chose, de la conception du monde un peu. Là, je pense que c'est intéressant. Effectivement, la critique de source qui est vraiment au cœur du travail de l'historien et de l'historienne est fondamentale quand on veut faire un détournement d'archives, parce que je pense que c'est un peu notre harnais de sécurité pour se permettre de demeurer quand même prudent face à l'archive et de demeurer fidèle aussi à ce qu'elle peut nous révéler. Et donc, la critique de source est extrêmement importante parce que parfois, on voudrait que l'archive puisse nous dire quelque chose, mais malheureusement, elle n'est pas en mesure de nous le dire parce que les personnes qui ont pris la plume, qui ont pris la parole, sont pas forcément celles qu'on aurait aimé entendre et qui, malheureusement, dans certains cas, on ne peut pas, on ne peut pas les entendre. Par contre, avec cette critique de source-là, ça peut donner lieu à de belles découvertes, en fait, de belles trouvailles. Et pour vous donner un exemple tiré de mes recherches doctorales dont je vous ai pas beaucoup parlé là, dans mon premier tour de table, je m'intéresse à l'expérience de la mort et du deuil au Québec à la fin du 19e siècle. Et évidemment, les premières archives auxquelles on va penser, ça va être par exemple les registres funéraires, les sépultures, les cimetières.
Mais quand on comprend comment la société est construite, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça et qu'à la fin du 19e siècle, le deuil est un peu partout dans la société québécoise. Et donc, par exemple, la voix des couventines peut devenir extrêmement intéressante parce que d'une part, c'est très bien conservé. C'est très riche en informations et il faut savoir que dans les travaux des couventines, donc dans les pensionnats de jeunes filles tenus par exemple, les Ursulines, ben, on faisait beaucoup référence à la mort et au deuil. Un exemple, on donnait à faire des travaux de rédaction de lettres de condoléances. Et donc, c'est un exemple auquel on ne penserait pas d'emblée, mais en allant chercher cette voix-là de ces jeunes filles-là de 17-18 ans, bon, certainement des jeunes filles de bonne famille, mais quand même, ça permet de pouvoir changer un peu le regard qu'on porte sur l'histoire. Clémentine, Marie-Laurence? Oui. Ben, moi, il y a peut-être quelque chose que je trouve qui transcende un peu tout ce qu'on a dit et qu'on n'a pas nommé, mais c'est cette question de l'objectivité et de la subjectivité des archives qui est parce que bon, je pense qu'il y a une idée dans les archives que les archives traditionnelles sont très objectives, ne présenteraient pas d'émotivité ou de subjectivité des acteurs. Alors que finalement, ben, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est faux. C'est que toutes les archives sont subjectives et que finalement, ben, nous, on vient avec cette lecture, ce détournement de l'archive-là ou cette lecture contre le grain, on vient un peu analyser et jouer sur cette subjectivité-là des archives pour être en mesure de faire une histoire qui est différente, un peu une histoire qui est plus... ben, c'est ça, une histoire différente. Et moi, de ce que j'ai retenu de ce que on a dit, en fait, finalement, c'est que détourner l'archive, c'était pas une envie de la part de nous toutes, c'était plutôt une nécessité. Parce que, parler du deuil, parler du sport féminin, qui encore aujourd'hui est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais puis même, enfin, des cercles de femmes, et puis la propagande, enfin, c'est des choses où finalement, soit on a une voix unilatérale, comme pour la propagande, où on a ce qui a été fait, et puis finalement, comment ça a été perçu, on l'a un petit peu moins. Mais en fait, on a voulu, effectivement, comme tu disais, c'est une tension mémorielle, on a voulu finalement essayer d'enlever le silence qu'il y avait dessus, même si ça paraît très sérieux comme ça, voilà, mais ça paraît bizarre pour quelqu'un qui vient de parler des vêtements, parce que le vêtement, ça parle pas, ça écrit pas, mais c'est ça, en fait, c'est que là où il n'y avait pas de message, on a voulu essayer de le décortiquer, parce que voilà, l'humain est fait de messages, et que voilà, c'est nul, Non, c'est bien, mais je pense que je me permets de rebondir aussi, étant moi-même étudiante en histoire. Quand on veut faire une histoire qui n'est pas normale, eh bien, il faut utiliser des moyens qui sont peu normaux également. Donc, quand on fait l'histoire des femmes, je pense à Marie-Laurence qui est autosanté féminine. Je travaille sur l'histoire des femmes également, mais surtout sur la cuisine dans une perspective de genre, mais au-delà des rapports normatifs dans la société. Donc, dès qu'on s'en va en dehors de la norme, on doit faire preuve d'originalité, on doit sortir des sentiers battus. Et ça amène un lot de défis. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je passerai au deuxième axe. Quelle transition exceptionnelle. Avez-vous... Non, tout en douceur. Hein? Donc, les panélistes et non les pénalistes, c'est comme si vous étiez des condamnés en prison puis que moi, j'étais la joaillière. Oui, c'est ça, exactement. Donc, d'explorer justement les possibilités qui peuvent découler du détournement de l'archive. Je répète un peu les questionnements qui nous animent. D'abord, comment les imaginaires sont-ils construits par les archives? Quelles avenues de recherche les différentes subjectivités de celles-ci permettent-elles? Mais surtout aussi, comment analyser leur silence? Donc, c'est là les enjeux que sont derrière le détournement de l'archive. Je vous invite à prendre la parole. On commençait avec Marie-Laurence, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, en fait, ben, on l'a abordé un petit peu déjà, mais je pense que la plus grosse possibilité qui ressort de ce détournement d'archives-là, c'est vraiment de venir combler des vides historiographiques. Et pour l'histoire des femmes, en fait, le recours à l'histoire orale, parce que c'est ce que j'utilise énormément, c'est rapidement imposé pour donner une voix à ces actrices qui sont pourtant absentes des histoires plus traditionnelles.
Et en fait, je vais paraphraser là, une historienne française, Françoise Thébault, qui disait un peu que sans être l'invention de l'histoire des femmes, l'histoire orale lui est consubstantielle. Et donc, en fait, ce que je dirais, c'est que l'histoire orale témoigne aussi d'une posture épistémologique qui est particulière. Hein. On recherche, comme j'ai dit, la subjectivité des expériences des femmes. Et donc, voilà, je pense que c'est des possibilités qui ressortent de ça. Et on peut étendre ces constats-là à plusieurs champs historiographiques, particulièrement là, pour l'histoire des groupes et des communautés marginalisées. Ce que le détournement de l'archive ouvre des possibilités aussi pour faire l'histoire des mouvements sociaux un peu différemment, un peu autrement. En fait, pour les mouvements sociaux, qui est mon objet d'étude, le recours à l'écrit est problématique. En fait, il faut dire que les activités de ces mouvements-là ont le potentiel d'inquiéter l'État et donc ce qui amène une surveillance accrue de ces groupes et individus-là, ce qui n'encourage pas le fait de laisser des traces écrites. Et donc, pour appréhender l'histoire des mouvements sociaux, on a besoin de à la fois faire parler les silences des archives écrites dont on dispose et de recourir à l'histoire orale. Et ça, cet amalgame-là de pratiques, je pense, permet de sortir d'une analyse qui est uniquement discursive des mouvements sociaux, parce que, bon, souvent, ce qu'on a comme traces écrites, c'est des discours, c'est des pamphlets, une mise par écrit, mais de faire parler les silences et de recourir à l'histoire orale, ça permet de faire une histoire et d'analyser les actions, en fait, de ces mêmes mouvements-là. Et bon, pour l'histoire de l'avortement, qui est mon champ d'études plus précis, les entrevues, en fait, ont mis en lumière le fonctionnement du service de référence pour avortement au Québec, en fait, donc dans les années 70, et de sa réalité transnationale. Donc, en fait, pendant un certain moment, là, les groupes organisaient les rendez-vous des femmes chez des médecins montréalais qui acceptaient de faire illégalement des avortements. Et pendant une période plus répressive, ces réseaux-là se sont transférés là, vers les États-Unis, vers New York. Et voilà, l'histoire orale m'a permis d'appréhender le fonctionnement de ces réseaux-là, mais aussi la répression et la surveillance qui ont été vécues par les groupes féministes, ce qui n'est pas quelque chose non plus qu'on peut appréhender avec l'écrit. Voilà. Et en fait, il y a dans les archives écrites qu'on a pour les mouvements sociaux, ce qui est permis d'appréhender, c'est plus la mise en discours et ça présente souvent un décalage avec les activités là, des groupes, d'où l'intérêt de ce détournement des archives. Voilà. Et aussi, il faut dire que le recours aux archives orales permet de visibiliser les militantes féministes, alors que l'histoire de l'avortement qui a été faite à partir des journaux ou des archives judiciaires a surtout mis de l'avant la figure, certes plus grande que nature, mais du docteur Morgan Taylor. Et donc, ça a passé sous silence l'implication de plusieurs femmes dans cet enjeu-là. Peut-être dernier exemple tiré de mes recherches sur les violences obstétricales et gynécologiques. En fait, bon, cet exemple-là, le thème de l'historicisation des violences obstétricales et gynécologiques permet pour moi d'exemplifier beaucoup la notion de faire parler les silences. Parce que, en fait, ce que j'ai constaté à travers le discours des féministes québécoises, c'est que le terme de violence n'est jamais nommément utilisé pour parler d'un ensemble de pratiques qui entrent pourtant dans le cadre de ce concept-là. Et donc, pour moi, ce silence-là témoigne de certains rapports de pouvoir qui ont lieu à cette période-là dans la société. Parce que, bon, les féministes ont plutôt critiqué la médicalisation. Et selon moi, ça témoigne un peu des rapports de pouvoir entre l'institution médicale et les groupes féministes qui se développent en santé durant les années 70 et 80, par exemple, à travers la pratique sage-femme et la pratique dans les centres de santé des femmes. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Marie-Laurence. On va laisser la parole à Clémentine. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des différentes échelles qu'on pouvait appliquer à l'étude du vêtement. Mais maintenant, j'aimerais bien aussi vous expliquer comment cette méthode, en fait, elle peut nous apporter des lumières
de lumière. Oui, elle peut vraiment nous aider quand on l'adjoint à d'autres types d'archives. Donc, finalement, il nous reste très peu de vêtements en eux-mêmes parce que c'est pas quelque chose qu'on veut constituer comme archive parce que c'est un vêtement, c'est moins haut dans la liste des priorités. Mais on en trouve beaucoup de traces dans les articles, les publicités, les iconographies. Et il est aussi intéressant d'analyser le vêtement dans ce contexte-là, de savoir pourquoi il est représenté, pourquoi on écrit des articles dessus. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de pourquoi on le représente dans les documents iconographiques. Alors et notamment dans la plupart des études historiques, la photographie a tendance à venir souligner le réel, à prouver quelque chose, à montrer un moment M, figer le temps. Finalement, et ça, je pense qu'Emile nous en parlera aussi, mais les publicités, les affiches, elles représentent un imaginaire. Et donc, dans cet imaginaire-là, on peut appliquer une analyse disséquée aux tenues vestimentaires imaginées ou idéalisées. Ça va nous donner accès à des messages implicites importants et participe à une forme d'étude sémiotique des iconographies. Je pense que je peux peut-être faire un rappel de ce que c'est l'étude sémiotique, mais voilà. Peut-être que les gens savent ce que c'est. Voilà, on va passer à la suite. Donc, encore une fois, je vais vous proposer plusieurs discours qui peuvent être mis en valeur et on va prendre mon chiffre préféré, 3. Tout d'abord, évidemment, dans les publicités, on a un discours publicitaire. Ça paraît logique. Donc, que mettons en avant pour faire vendre? Et moi, je vais prendre l'exemple des affiches et publicités de la Compagnie des chemins de fer du Canadien Pacifique, qui met souvent en avant des sportifs et des sportives, des jeunes gens en pleine action ou au contraire en totale scène de repos, et en fait qui bénéficient d'une liberté corporelle qui se reflète dans leurs vêtements, justement. On va voir des tenues de sport, des pantalons près du corps, des chandails amples en laine épaisse, des maillots de bain, etc. En fait, finalement, des tenues qui correspondent à leur activité, qui sont confortables et adaptées. Ces tenues-là vont faire aussi appel chez le spectateur, enfin en tout cas l'observateur de ces publicités et affiches, à des notions de détente et de confort et de liberté qui sont en fait des éléments clés du discours publicitaire et touristique pour les villégiatures, que ce soit les villégiatures d'hiver ou bien estivales. Une deuxième forme de discours c'est plutôt un discours séducteur, on va dire, que l'on retrouve majoritairement dans les publicités estivales, avec une prééminence de la femme en maillot de bain. Alors, évidemment, on n'est pas sur une figure qui est ouvertement séductrice, on s'entend, en tout cas dans la période étudiée. Mais le discours va toujours jouer avec cette fine limite morale de ce qui est accepté ou pas, de ce qu'on dévoile du corps. Et finalement, ça nous fait poser la question de qui cherche-t-elle à séduire cette figure? Est-ce qu'elle cherche à séduire l'homme qui est séduit par la femme qui est en maillot de bain, ou bien la femme qui est, elle, séduite par la liberté affichée de cette femme en bord de plage ou en bord de piscine? Enfin, dernier discours, ça va être un discours identitaire. Alors là, c'est vraiment très vrai dans les affiches et publicités de la Compagnie des chemins de fer du Canadien Pacifique. Ça va être notamment une volonté de définir l'habitant du Québec, celui qui va venir accueillir le touriste. Et cela va être fait notamment par la représentation d'éléments marquants de sa tenue et de tenues traditionnelles, comme par exemple un élément qui est la ceinture fléchée des coureurs des bois, qui est souvent représentée sur cette figure de l'habitant. Si même on regarde un peu plus proche, on voit que 2 personnages en fait portent cette ceinture-là. Donc on a l'habitant dont je parlais, qui est le guide du touriste, qui est symbolisé comme l'homme fort qui vous aidera à braver la nature hivernale québécoise. Il y a vraiment un côté très viril. Et au contraire, au complet opposé, finalement, on a aussi la jeune sportive qui adopte cette ceinture-là pour la protéger d'une certaine façon du froid. Mais c'est en fait un double transfert un peu. Il y a une double appropriation. Il y a déjà donc le vestiaire masculin, c'est une ceinture masculine. Donc ça veut dire un signe de liberté, de liberté. Et aussi un élément
folklore, donc un signe d'hospitalité de la part des habitants de la province québécoise, qui va venir accueillir le touriste et lui faire partager sa culture et sa manière de vivre. Finalement, détourner l'archive permet donc d'apporter de la lumière sur des éléments discursifs qui sont plutôt cachés sous la surface des pubs, des publicités et des affiches. Ici, il ne s'agit pas exactement de silence, mais plutôt de signes enfouis que le vêtement aide donc à découvrir. Merci beaucoup, Clémentine. Si je me rappelle pas, si je me rappelle bien, il y avait aussi Samuel de Champlain qui apparaissait quand même souvent dans les. Oui, hein, on a la. Je vais laisser la parole à Aimée. Oui, alors en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'étude des sources iconographiques, c'est surtout la mise en récit de la société québécoise. Et en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à se représenter à travers les images, notamment avec les symboles, les allégories, puis comment est-ce qu'on arrive à employer la mémoire collective, les mythes nationaux au service de la mobilisation pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, c'est quand même paradoxal que la mémoire bâtie autour de la conquête, qu'on se fait assimiler par la Grande-Bretagne, mais finalement, il faut qu'on aille combattre pour l'Empire britannique lors de la Première Guerre mondiale. Alors, ça peut paraître assez paradoxal de voir comment est-ce qu'un symbole comme Montcalm, Salaberry, Châteauguay, de l'Ordre des Ormeaux, des symboles nationalistes assez forts, d'une résistance militaire contre un envahisseur. Puis comment est-ce qu'on arrive à plier cette mémoire-là au service de la mobilisation pour l'Empire, alors qu'il persiste des tensions linguistiques et politiques assez importantes encore. Alors, c'est de voir comment, en fait, qu'est-ce qui est représenté puis qu'est-ce qui est passé sous silence dans cette mémoire-là, parce que la mémoire, on s'entend, est assez sélective et on arrive à bâtir des mythes autour de la nation. Alors, par exemple, on va rappeler aux Canadiens français leurs prouesses martiales qui sont données de génération en génération par leurs ancêtres. Mais on va parler de Montcalm, mais on va passer sous silence le fait que finalement, les Français ils ont perdu pendant la conquête. Alors, on va amplifier une sorte de mémoire pour la détourner au service de la mobilisation. Alors, c'est quelque chose que je trouve très intéressant de voir qu'est-ce qu'on sélectionne pour faire partie de cette mémoire-là, des mythes nationaux qui érigent la nation. On la met sur un piédestal, puis c'est comme ça qu'on va mobiliser les gens, mais que ça passe sous silence beaucoup d'éléments historiques qu'en fait, on a tendance à oublier, que ce soit de manière volontaire ou pas. Puis je trouve ça intéressant d'interroger la représentation parce qu'on voit juste dans le style esthétique, dans les objets qui sont représentés, le choix de représenter telle chose ou pas, dans la grandeur, la taille qu'on accorde à cette iconographie-là, sa place dans la composition, est-ce que c'est au centre ou plutôt vers l'extérieur de la composition, juste dans toute la manière de se représenter, ça montre un choix, puis on peut pas vraiment reconstituer l'ensemble des choix qui ont été faits par les artistes, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est une préférence personnelle de l'artiste? Est-ce que c'est quelque chose qui a été demandé explicitement par le commanditaire de l'affiche? Est-ce que c'est des caractéristiques qu'on prête à la cible? Alors, on veut montrer la nation canadienne-française comme étant des guerriers, donc c'est comme pour ça qu'on va rappeler une mémoire nationale assez élogieuse. Est-ce que c'est juste une coïncidence finalement, puis que l'artiste donne des messages qu'il n'aurait peut-être pas voulu d'en donner? C'est des questions qu'on peut se poser qui sont vraiment intéressantes. Puis c'est sûr, ça peut poser des problèmes parce qu'on n'a pas accès à toutes les informations qui sont liées autour de la production des affiches. La plupart des informations ont été perdues, mais on peut quand même se placer du côté du récepteur du message, puis d'essayer de voir tous les messages qui peuvent être transmis par ces images-là, puis d'essayer de se placer dans la peau du spectateur qui reçoit ces messages-là, puis d'essayer de décortiquer c'est quoi la culture politique du peuple à cette époque-là. Comment est-ce qu'on se définit en tant que nation, puis comment est-ce qu'on peut plier cette culture politique-là au service de la mobilisation de la guerre avec justement la formation d'une culture de guerre. Alors, c'est des choses que je trouve vraiment intéressantes parce qu'on pose des choix, des questions sur les choix qui ont été faits par les créateurs de ces affiches-là. Et justement, on peut interroger la mise en récit de la nation. Et justement, quand on se met en récit, on se définit, ça implique aussi qu'on opère une séparation, une distinction par rapport à qu'est-ce qu'on n'est pas. On montre que nous, on est comme ça, mais il y a que ça implique l'idée d'un autre étranger qui ne fait pas partie de la nation. Alors, c'est toute la manière de l'autodéfinition, les frontières identitaires qui sont montrées par l'iconographie. Et ça permet d'interroger, en fait, la relation avec l'autrui,
et qu'est-ce qui fait partie de la nation, qu'est-ce qui est exclu. Et c'est justement là que la méthode d'histoire comparée est vraiment intéressante parce qu'on peut comparer deux images qui sont produites par des entités différentes, par exemple des affiches canadiennes-anglaises et des affiches canadiennes-françaises qui vont avoir des mythes, des référents complètement différents. Au Canada français, on fait beaucoup appel à la religion catholique, au mythe de Dollard des Ormeaux qui définit la nation, tandis qu'au Canada anglais, on retrouve pas les mêmes référents. Puis, on peut aussi comparer avec d'autres entités nationales. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'Irlande, qui est une autre société minoritaire de l'Empire britannique, qui est à majorité catholique, avec son propre héritage linguistique et culturel qui se distingue de la majorité anglo-protestante. Et ça permet d'amener des nouvelles potentialités, justement, pour voir la construction de la culture politique, puis comment est-ce qu'on réagit par rapport à l'Empire britannique qui est défini, qui est autour de ça. Alors, je trouve que justement l'analyse des images, ça permet d'ouvrir la porte vers toutes sortes d'autres manières d'analyser qui permettent aussi de contribuer à l'historiographie puis de ramener quelque chose de nouveau, puis justement de contribuer avec une analyse un peu plus macro pour voir comment est-ce qu'on se représente dans l'ensemble de l'Empire, parce que l'Irlande aussi avait beaucoup de tensions avec l'Angleterre. Alors, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, parlant d'ouvrir la porte, moi, je vais fermer la tienne et je vais ouvrir celle de Louise. À ton tour. Je vais quand même l'entrouvrir un peu parce que je veux faire du pouce sur ce que Aimée non, disait. j'ouvrais la tienne. Hein. Parfait. En fait, Aimée parlait de mise en récit et je pense qu'une des potentialités du détournement de l'archive, c'est vraiment autour de cette mise en récit-là, parce que ça permet de pouvoir renouveler les narratives, les récits, en mettant en lumière des acteurs du passé qui ont peu été mis en lumière ou qui ont peu laissé de traces, qui ont peu laissé leur voix. Et auxquels on peut parfois s'attarder malgré ces embûches. De jeter un regard sur ces acteurs du passé-là permet aussi de pouvoir participer au renouvellement des courants historiographiques. Ça permet aussi de faire un certain renouvellement des sensibilités de l'histoire, c'est-à-dire les sensibilités du présent. On peut être en accord avec les sensibilités du présent, mais de mettre aussi en lumière les sensibilités du passé. Je vous donne un exemple tiré de ma thèse. Je ne sais pas si vous connaissez l'historien Alain Corbin, qui est un historien des sensibilités, qui s'est intéressé notamment à l'histoire des odeurs avec le miasme et la jonquille. Et à partir de son étude, à partir de d'autres études aussi, on peut se rendre compte qu'entre les 18e et les 19e siècles, il y a une transition importante qui va s'effectuer dans les cimetières. Les cimetières du 19e siècle n'ont rien à voir avec les cimetières du 18e siècle. Au 18e siècle, ce sont des cimetières qu'on appelle paroissiaux. Généralement, ils sont à côté des églises paroissiales, ceinturés d'une clôture et en gros, c'est essentiellement des espèces de fosses communes où on met les cadavres un peu en vrac. Pas comme on a dans les cimetières ici, le Mont-Royal, Notre-Dame-des-Neiges, ça n'a rien à voir avec ça. Quand on manque d'espace, on remet une couche de terre et on continue à enterrer. Donc, vous voyez un peu une image. Est-ce que ça vous tenterait d'aller vous balader un bel après-midi ensoleillé? Probablement pas. Les gens, au fil du temps, ont commencé à se plaindre des odeurs qui émanaient de ces cimetières du 18e siècle. Pour en venir à créer au milieu du 19e siècle les cimetières jardins, donc ces beaux cimetières-là, comme justement sur la montagne ici, donc qui étaient à l'époque en banlieue. La ville a ensuite été rejoindre ces cimetières. Et à partir du moment où ces nouveaux cimetières-là ont été ouverts au public, avec leur recherche esthétique, avec les belles sépultures richement ornées, avec le choix aussi des arbres qu'on allait y planter pour recréer une atmosphère. Ben finalement, ces cimetières-là, ce qu'on peut constater, c'est que à partir du milieu du 19e siècle, on va en faire la promotion dans les guides touristiques.
Donc, on voit qu'il y a une sensibilité très différente entre les 18e et 19e siècles, juste avec cet exemple-là des cimetières où on ne tolère beaucoup moins bien, on ne tolère plus cette proximité si grande avec la mort, avec les morts qui viennent aussi avec leur odeur et le côté un peu macabre de la chose. Donc, ça permet de voir ce genre de sensibilité-là, par exemple. Et j'aimerais peut-être terminer ma réflexion sur un dernier point qui rejoint quand même des éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important de le mentionner à nouveau, qui est par rapport à la méthode de l'historien. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de notre harnais de sécurité, justement? Comment est-ce qu'on peut arriver à détourner l'archive, mais tout en respectant l'archive? Je pense que quand l'archive est trop, quand le silence est trop dense dans l'archive, il faut pour le chercheur demeurer prudent et humble. Parfois, les silences sont trop lourds à percer et on ne peut malheureusement pas y arriver. Donc, je pense que cette prudence-là, cette humilité-là, elle est extrêmement importante pour ne pas en arriver à faire dire à l'archive ce qu'elle ne peut pas dire. On peut parfois arriver à lui faire dire ce qu'elle tait, mais parfois, ce n'est pas possible. Et évidemment, il faut à tout prix éviter la surinterprétation, donc d'aller au-delà de ce que l'archive peut nous livrer comme secret. Donc, voilà. Merci beaucoup, Louise. Juste avant de passer à la période de questions, je vais vous suggérer finalement d'intervenir puis de rebondir sur chacune de vos interventions. Alors, je ne sais pas qui voulait prendre la parole en premier, mais la parole est à vous. Je vais me lancer. Quelque chose que je pense qui est quand même ressorti, on a parlé beaucoup de mise en récit, de discours et tout ça, puis je pense que, je pense beaucoup à l'intervention de Clémentine, mais ça se retrouvait aussi dans vos interventions. Je pense qu'il y a cette peut-être volonté de mettre en lumière ou voire de faire parler certaines tensions entre discours et pratiques dans nos pratiques historiennes. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant et porteur aussi pour la recherche à venir. Tout à l'heure, Marie-Laurence, tu parlais de subjectivité de l'archive et souvent, en tout cas, quand j'ai commencé mes études en histoire, on parlait beaucoup de l'objectivité de l'historien. Bon, maintenant, c'est assez remis en question, mais on parlait de l'objectivité parce que c'était la science et bon. Je pense qu'on n'a pas à avoir peur de cette subjectivité-là de l'archive. Au contraire, je pense qu'en l'accueillant, en étant ouvert face à cette subjectivité-là, en prenant conscience, ça peut nous permettre d'avoir un nouveau regard et de nouvelles informations par rapport à une nouvelle compréhension face au passé. Dans une étude comme la mienne sur le deuil, évidemment que mes archives sont subjectives. L'émotion transparaît partout. Et c'est justement ce qui peut être intéressant. Pourquoi est-ce qu'on va décider de conserver une mèche de cheveux, par exemple? Pourquoi parce qu'on lui donne une importance. Mais cette mèche de cheveux-là, c'est un souvenir, c'est une relique, c'est le souvenir d'un proche décédé, ce qui est très courant là, à la fin du 19e siècle, on va souvent faire ça. Mais s'il n'y avait pas cette subjectivité-là derrière l'archive, si on ne l'avait pas investi d'une émotion, ben, on n'aurait pas conservé cette mèche de cheveux. Et donc, je pense qu'en étant conscient de ça, ça donne d'autres possibilités. Bref, faut pas renier la subjectivité, il faut pas non plus, je pense, en avoir peur finalement. Mais dans mon cas, c'est sûr qu'en fait, les affiches de propagande sont carrément subjectives, là. L'intention, c'est de manipuler le public pour le mobiliser. Alors, tu sais, je pense que c'est peut-être une raison pourquoi les historiens et historiennes ont eu peur un peu d'aborder ces sources-là comme étant des sources historiques à part entière. Mais justement, tu sais, d'assumer le caractère biaisé qu'on cherche à manipuler. Puis je trouve que c'est des discours qui sont très, très intéressants. Parce qu'on cherche pas à présenter des informations factuelles, mais on cherche à émouvoir, à susciter l'intérêt, la curiosité.
tu sais, à mobiliser par l'émotion. Alors, je trouve que c'est des manières de se raconter qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres types de sources qui ont déjà été beaucoup dépouillées par les historiens et historiennes. Alors, justement, comme tu dis, d'assumer qu'on est capable d'utiliser des sources biaisées, subjectives et quand même faire quelque chose de scientifique avec, mais tout en se gardant une certaine humilité pour justement ne pas faire dire n'importe quoi aux sources. Parce que je pense qu'il faut juste rester dans l'univers du plausible aussi, surtout pour quand on n'a pas accès aux informations autour des personnes qui ont créé ces sources-là, mais on peut pas reconstruire l'entièreté de leurs intentions, mais on peut quand même dire que c'est plausible que telle a été l'intention derrière, tout ça, justement parce que c'est subjectif. Alors, je pense que de marier ces deux idées-là ensemble, c'est intéressant. Ben, j'avoue que je trouve ça beau de vous entendre là-dessus parce que même si, bon, on fera pas un cours d'historiographie aujourd'hui, mais s'il y a eu une rupture avec les positivistes, avec Fernand Braudel puis l'école des Annales, ça reste que encore aujourd'hui, l'histoire est quand même un milieu toujours très conservateur et il faut encore continuer de lutter pour faire valoir la légitimité de nos pratiques. Puis c'est probablement, en tout cas, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, si justement il y a des défis, pas seulement méthodologiques, mais aussi dans la réception de vos travaux ou des fois de vos conférences. Je pense que c'est important de le souligner parce que on nous voit évoluer comme ça. Là, par exemple, on donne une table ronde, mais il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de courage aussi derrière le détournement de l'archive, d'oser employer des sources qui sont peu utilisées en histoire. Donc, c'est peut-être une question sur laquelle j'aimerais revenir, mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Clémentine, voulais-tu dire quelque chose? Bah, je pense qu'il y a toujours cette question de mettre une intention finalement. Et ça, c'est quelque chose de très délicat. En fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes parce que finalement, nous, on regarde ces sources-là avec nos lunettes du 21e siècle, mais même si on essaye d'être au plus proche de ce qui pourrait avoir été fait, c'est sûr que bah, il y aura toujours un décalage et il faut prendre ça en compte et il faut faire attention avec l'intention. Mais tu parlais de Fernand Braudel. Moi, je pense que même s'il y a eu une rupture, Fernand Braudel, quand même, il avait enfin, comment dire? Il mangeait de l'archive énormément. Enfin, je veux dire, Absolument, la culture de l'écrit était... c'est-à-dire que quand tu regardes euh, son histoire de la Méditerranée, enfin, genre, c'est une tonne d'archives et c'est dans les plus petits détails. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose de vouloir étendre son corpus en dehors de ce qu'on nous apprend, nous, à l'école. Et c'est vrai que bah, même s'il y a une rupture, bah, finalement, il y a quand même une sorte de petite continuité sur le fait de vouloir prendre toutes les archives qu'on peut prendre. C'est ça. Ne pas laisser une archive de côté parce que effectivement, il y a cette chose qui fait peur, qui est mettre une intention. Alors que bah, si on prend les bonnes précautions, on peut réussir à, surtout, bah, on peut parler, au lieu de parler de la réalité, on peut parler de l'imaginaire, des représentations. Enfin, c'est tout des champs d'histoire qui peuvent se rajouter à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je, je vais réagir un peu à ta question, Florence. Il y a évidemment, je pense, de nombreux défis qui se posent encore pour la recherche émergente. Euh, Puis bon, dans mon cas, le recours à l'histoire orale, c'est pas quelque chose qui est très courant. Et ça pose de nombreux défis au niveau de la reconnaissance et de la temporalité, peut-être des recherches de maîtrise et des recherches doctorales. Donc, oui, les défis qui persistent sont nombreux. Mais juste par exemple, souvent dans mes séminaires de maîtrise, de doctorat, même au bac, je faisais ça. J'aimais beaucoup analyser des sources d'histoire de l'art pour les faire, pour plus les historiciser selon la méthode historique. Puis il y a plusieurs collègues, tu sais, qui m'ont dit ça en blague, mais comme ah, Amy, tu prends encore des images tout le temps, mais pourtant c'est un sujet différent à chaque fois. Alors que je pense pas qu'il aurait posé la question si je prenais des sources journalistiques pour chaque travail, juste parce que j'ai un penchant pour voir l'iconographie. Ils trouvaient ça quand même différent que pour chacun de mes travaux, je me fonde là-dessus, alors que c'était des séminaires avec des temporalités, des espaces spatio-temporels assez différents avec des... C'est ça. Puis je trouve, juste en y repensant, qu'il y a des personnes qui me posaient souvent la question, ah, tu prends encore des images? Ben oui, parce que c'est super intéressant, mais ils n'étaient pas habitués à ça. Puis je pense que c'est des commentaires que je reçois encore par rapport à ça.
Ben, en fait, pour moi, je vais peut-être prendre un exemple tiré de ma maîtrise parce que j'ai encore peu présenté sur ma thèse. Mais dans le cas d'histoire publique, quand on va présenter nos résultats de recherche auprès de gens, des sociétés d'histoire, de généalogie, que j'adore beaucoup d'ailleurs, mais parfois on peut être confronté à une espèce d'écart entre ce qui est généralement sur la place publique en termes d'histoire et ce que là où nous, on est rendu en tant que chercheurs, chercheuses. Et donc, lorsque je faisais mes études à la maîtrise, je travaillais sur des presque veuves, donc les épouses des prisonniers dont je vous parlais tout à l'heure, et pendant la guerre de 7 ans. Et donc, quand je faisais des présentations auprès des sociétés d'histoire de généalogie, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on me questionnait davantage sur l'histoire militaire, mais les hommes, eux, mais les batailles. Mais alors que, de mon point de vue, ça pouvait être intéressant d'entendre parler des femmes, peut-être, pendant ce contexte historique-là. Mais non, on voulait encore entendre parler des batailles, on voulait encore entendre parler des hommes. Ce qui n'était pas mon objectif. Et donc, je pense que parfois, ça peut déstabiliser un peu quand on arrive avec quelque chose qui est un peu trop en dehors de ce qu'on s'attend, un peu trop en dehors des sentiers battus. Et dans un cas comme pour ma thèse, dans le cas du deuil, ben c'est peut-être en fait toute la charge émotive lorsque j'ai eu à le présenter, c'est peut-être ça qui est la difficulté parce que ça résonne beaucoup pour les gens en général. Donc, ouais. Merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions, je me permettrais peut-être de dire juste un petit quelque chose sur mon expérience à moi aussi. À la maîtrise, j'ai utilisé beaucoup de témoignages parce que j'ai passé des entrevues avec des gens et quand il était question de présenter mon sujet de maîtrise puis ma méthodologie, j'avais beaucoup de questionnements, beaucoup de réticences par rapport, on me posait souvent la question, oui, mais comment tu fais pour avoir une analyse objective de ces sources-là? Bon, donc on voit que le discours sur l'objectivité, sur la vérité, sur la culture de l'écrit, c'est encore très fort. Puis je pense que c'est l'intérêt aussi de donner la parole à des femmes qui sont à côté de moi comme ça, pour montrer qu'il faut encore continuer de faire un travail pour montrer la légitimité de ce qu'on fait. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et maintenant, j'inviterai le public à participer si jamais vous avez des questions.